Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Barry Mamadou. J'ai 27 ans. Je suis guinéen. Je suis ici d'une famille qui est composée de 9 personnes, dont j'ai un frère et 5 sœurs, et mon papa et ma maman. Là, je suis devant vous pour vous expliquer pourquoi et comment je me suis retrouvé en France ici. C'est parce que beaucoup de Français aujourd'hui, peut-être pas vous, mais si je dis des Français qui pensent qu'on vient ici, c'est pour piquer leur économie, soit leur travail. C'est sur ces sujets que je vais vous expliquer. Est-ce que, pourtant, je ne suis pas venu pour piquer les recherches ni des économies ni du travail, parce que je n'ai même pas le droit de travailler. Vous connaissez où se trouve la Guinée, s'il vous plaît? D'accord. La Guinée, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est, qui possède 12 millions d'habitants. Voilà la carte d'Afrique. Le pays est juste là, la Guinée. Il est situé entre la Guinée-Bissau qui est là, le Sénégal à côté, le Mali, la Sierra Leone et le Libéria. Donc, si je vous demande aussi pourquoi les Occidentaux, notamment la France, ils colonisent et comment ça se passe, vous avez un peu des idées? Ah, vous pouvez parler, hein? Ouais, ouais, c'est pas forcément ça. Je pense que les Occidentaux, notamment la France, dont je vais parler, ceux qui ont colonisé mon pays, c'était ceux qui ont colonisé mon pays. Ça se passe par la division ethnique, politique et religieuse pour piller les ressources. Je vais vous raconter ici une petite histoire qui s'est passée vers 1880-81. Dans ma région, moi j'habite dans une région qui est à proximité de la capitale qu'on appelle Mamou. Vers les 1881, c'était mon arrière-grand-père qui était le chef de canton de ces régions, de cette région. Mon arrière-grand-père qui s'appelle Bouakar Biroubari, à cette époque, c'est un Français qui était le gouverneur de la capitale de la Guinée, qui est Conakry. Il s'appelle Noël Ezembale. En ce moment, les Français et les Anglais étaient là, en place, pour faire la commerce. La commerce aussi, c'était quoi? C'était les armes blanches, les fusils, les balles qu'ils vendaient. Ils échangeaient avec les matières premières. Quand ils ont divisé le pays, déjà, c'est
Noël Balé, qui était le gouverneur de la ville de Conakry. Il a imposé la politique. Il a mis des conflits entre nos parents. Il a imposé sa langue, sa religion entre les communautés. Comment il a divisé la Guinée à cette époque? C'était en quatre. Il a divisé le pays en 4 régions naturelles qui sont voilà le pays, voilà la carte de la Guinée. Il a divisé comme ça. Voilà la basse Guinée, c'est Conakry, où se trouve la capitale. Voilà la moyenne Guinée, dont je suis d'origine. Voilà, c'est la haute Guinée, qui est juste à côté du Mali, qui fait frontière au Mali. Voilà la Guinée forestière qui est à côté de la Côte d'Ivoire et le Libéria. Il faisait des essences avec leurs marchandises, avec les matières premières qui sont la bauxite, le diamant, l'or. Peut-être vous connaissez ce qui c'est la bauxite, parce que vous connaissez le diamant, l'or, mais peut-être la bauxite, vous ne connaissez pas. Donc voilà, c'est ça la bauxite. Ça, c'est l'image directe de la Guinée. Donc, c'est ça l'image de la Guinée, de la bauxite guinéenne. Ça va, c'est le train qui transporte la bauxite de la mine pour le port. Le port autonome de Conakry, aujourd'hui, il appartient à un Français dont je vais vous parler un peu plus tard, qui s'appelle Bolloré. Du coup, c'est comme ça qu'ils sont restés dans ce conflit avec des guerres intercommunautaires jusqu'en 1958, quand le président Ahmed Sékou Touré a proclamé l'indépendance de la Guinée. C'était au temps de Général de Gaulle, le président français, l'ex-président français. Quand il a déclaré l'indépendance, ça fait très mal à Général de Gaulle, parce que il a été le premier président en Afrique de l'Ouest de proclamer son indépendance. Il a dirigé le pays 24 ans avec l'implication des Français, ceux qui étaient là, enfin, travailler avec lui. Après 24 ans de pouvoir, un militaire, il est mort. Un militaire a pris le pouvoir qui s'appelle Lansana Conté. Donc, il est resté aussi 24 ans. C'était en 1884 qu'il a pris le pouvoir. Il est resté jusqu'en 2008. En 2008, il est décédé. Un autre militaire qui s'appelle capitaine Moussa Dadis Camara a pris le pouvoir. Après une année de règne, il y a eu de conflits politiques. À l'implication des Occidentaux, notamment la France. Pourquoi? Parce qu'il était contre la France-Afrique.
C'est quoi la France-Afrique? Vous pouvez me dire un mot ou deux si vous avez des expériences un peu? Pardon? Je pense que la France-Afrique, c'est quoi? C'est parce que c'est la France-Afrique, c'est comme les Français, c'est croire toujours les plus forts. Vous voyez, comme vous voyez dans les planifères d'école qu'on vous a enseigné, vous voyez un peu l'Afrique, vous voyez la carte d'Afrique, vous voyez la France. C'est toujours, ils se croient au-dessus de l'Afrique, comme ils ont fait pendant la colonisation, au milieu des autres pays qui se croient le plus puissant. C'est ça. C'est comme ça s'est resté. Comme il était contre la France-Afrique. Mais c'est après une année de règne, avec l'implication de beaucoup de conflits, il a reçu une balle dans sa tête par un de ses proches qui s'appelle Toumba Diakité, qui était en exil au Sénégal, à tout près de notre pays. Après, un de ses proches aussi qui s'appelle Sekouba Konaté a pris le pouvoir pour organiser les élections présidentielles. Lui, il est parti en exil à Burkina Faso après son traitement. Le général Sekouba Konaté a pris le pouvoir pour organiser les élections. Après 6, 7 ou 8 mois, je ne sais pas, je ne retiens plus, il a organisé les élections. Ça s'est passé dans des conditions aussi très compliquées. Quand il a organisé les élections, il y a eu 24 candidats qui se sont présentés pour les élections. Ils ont fait la campagne. Il y a eu les élections, les votes. Le premier candidat a eu 44% des suffrages, 43% du moins des suffrages. Le deuxième a eu 23% des suffrages. Le troisième a eu 18% des suffrages. Le quatrième, il a eu 5%. Le premier, c'était Selouda Diallo. Le deuxième, c'était Sidia Touré. Et le troisième, c'était Alpha Condé. Alpha Condé, c'est lui qui est le président le soi-disant président. Mais c'est un représentant français dans mon pays depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Alpha Condé, il a fait toutes ses études en France. De 15 à 72 ans, il est en France. C'est les élections présidentielles de 2010 qui lui a fait rentrer au pays. Parce que le pouvoir était négocié par les Français, par l'État français. Il est très proche des amis de De Gaulle, de Chirac, de Sarkozy, même de Hollande et autres. Ils ont fait tous leurs études ici ensemble. Quand ils sont partis, j'ai oublié même de dire, son conseiller aujourd'hui à la présidence, qui est Bolloré, quand ils sont partis aux élections présidentielles, ils ont essayé d'expulser, le premier tour, ils ont essayé d'expulser celui qui était le deuxième. Donc, lui, Alpha Condé et Selouda, ils sont partis au deuxième tour. Sidia Touré, qui avait eu 24% de suffrages, il s'est aligné à Selouda qui avait eu 43% de suffrages.
avec quelques d'autres. Comme c'était Alpha Condé qui était indexé par les Occidentaux pour qu'il possède le pouvoir, pour qu'il accède au pouvoir, ils ont confié la surveillance des élections par les institutions internationales, dont l'Union européenne, les Nations unies, l'ambassade de la France, la CEDEAO. Ils ont organisé les élections du deuxième tour. Ils ont passé le pouvoir par Alpha Condé. Je vais vous dire que, pour vous rassurer, Alpha Condé, c'est un représentant français qui est en Guinée. C'est Bolloré qui est son conseiller à la présidence. Est-ce que vous connaissez c'est qui Bolloré? C'est lui. C'est lui son conseiller aujourd'hui à la présidence. Voilà Sarkozy. Il était parti le rendre visite en 2017. Le port, le plus grand port de Conakry dans mon pays, a été vendu par Bolloré. C'est lui qui possède le port. La bauxite, qui est chez moi, de la mine, direct au port, qui connaît la destination, on ne sait pas. La Guinée représente aujourd'hui entre le 10e ou le 3e pays le plus grand producteur de bauxite au monde. La bauxite, ça sert à faire l'aluminium. C'est pour toutes ces raisons-là. Mon père m'expliquait souvent les relations faussées entre la France et la Guinée. Tout comme mon grand-père aussi l'expliquait. C'est pour cette raison, depuis quand j'étais très jeune, à l'âge de 14 ans, je me suis impliqué dans la politique pour dénoncer ce système-là, ce système de gouvernance. De 2010, quand Alpha a pris le pouvoir, jusqu'à 2020, il y a eu plus de 600 jeunes de moins de 35 ans qui sont tués dans les manifestations par la violence policière. Des milliers de personnes qui sont arbitrairement arrêtées et emprisonnées, qui sont dans les prisons, dans les conditions très difficiles, d'autres qui meurent même dans les prisons. Des femmes qui sont violées par la police, par les autorités du pays et violentées. Des opposants qui sont harassés, saisis dans leur maison, envoyés dans les destinations inconnues. C'est pour ça que je me suis impliqué très jeune, quand j'avais 13-14 ans, dans la politique guinéenne pour dénoncer le système. Car je suis aussi contre la France-Afrique, tout comme mes parents, d'autres. Je n'habitais pas avec mes parents quand j'étais au pays. J'avais une situation financière correcte et une vie familiale qui est très bien. Je me rappelle quand j'avais 12-13 ans, je partais les vacances chez mes parents. Je partais aussi avec mes parents, c'est rendre visite à mon grand-père qui n'habitait pas aussi avec eux.
un grand-père que j'aime beaucoup, qui m'aime beaucoup aussi, que j'étais très très bien avec. Je vous dis qu'à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à travailler où je recevais un salaire de 1000 euros, entre 1000 et 1500 euros dans mon pays. Avec la monnaie locale, ça suffit pour ma dépense. J'étais propriétaire d'une maison que j'ai construite pour ma maman à l'âge de 20 ans. Mon grand-père me faisait beaucoup de blagues, même des devinettes, que vraiment, si je pense à ça, je le vois même devant moi. Un jour, j'étais en train de blaguer avec lui. Il me donnait des devinettes que je retiens quelques-unes. Il m'a demandé, mon ami, si je te demande que j'ai un arbre, il se produit que la nuit, le matin, les fruits disparaissent. C'est quoi? Vous connaissez, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui connaît dans la salle? Il m'a dit, c'est les étoiles. Il m'a dit aussi quelque chose. Il m'a dit qu'il a un objet vide qu'il a acheté au marché. Il l'a acheté vide. Il est venu à la maison. Il l'a chargé plein. Quand il l'a acheté, il pesait 1 kilo. Quand il l'a chargé aussi, il pesait le même kilo. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous connaissez c'est quoi? Oui, c'est exactement ça. C'est un cahier. Donc, je ne peux pas vous raconter tout. Il me faisait beaucoup de blagues. Je l'adore, mon grand-père. J'étais, quand je me suis impliqué dans la politique guinéenne, d'abord, j'ai bougé beaucoup dans les manifestations. Par après, j'étais un militant engagé, très engagé, dans un parti politique qu'on appelle IFDZ, Union de Forces démocratiques de Guinée, qui a son parti, qui a son président, c'est Loudalen Diallo. C'est le plus grand parti au pays. Je peux dire que c'est un parti de gauche. C'est lui que je vous disais, dès au premier tour, en 2010, il a eu 43% de suffrages. Il s'est associé avec celui qui a eu 23% de suffrages. Mais le pouvoir n'était pas négocié pour eux. Bref, à nouveau, c'était en 2018. Parce que depuis quand j'avais 14 ans, jusqu'au temps où je suis quitté au pays, j'étais toujours actif dans les manifestations, dans les dénonciations. Même la fois dernière, quand il a brigué un troisième mandat, le président en place, il y a eu beaucoup d'arrestations. Il y a eu 39 jeunes qui sont tués dans une semaine à Conakry. J'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup marqué sur la toile. Une femme qui a été violée par 5 policiers dans sa maison, devant son mari, devant ses enfants. La femme en question, le même jour,
Elle est tombée enceinte. C'est après les analyses à l'hôpital, quand elle a su qu'elle est tombée enceinte par la violence, elle est sortie sur les réseaux sociaux, elle a dénoncé. Même où je vous parle, hier, il y a un détenu politique qui est mort dans la prison, très engagé aussi. Donc pour une nouvelle fois, on était sorti pour dénoncer la violence policière où je me suis fait arrêter par les gendarmes, conduit à la gendarmerie, dans une gendarmerie à Conakry, où j'étais détenu 2 mois, 3 semaines, dans des conditions très difficiles, très très difficiles, où j'ai subi toutes sortes de tortures, toutes sortes d'humiliations. Après 2 mois, 3 semaines, j'ai été aidé par un ami qui m'a permis de sortir à travers d'un gendarme qui l'a donné beaucoup d'argent. Après, compte tenu de tout ce que je faisais, des manifs, j'étais un cible du gouvernement. Parce que mon seul problème, c'est le fait que je suis contre la malgouvernance. Donc j'ai dû fuir mon pays. De la Guinée, je suis venu au Maroc, où je suis resté aussi 2 mois et demi. Là-bas aussi, j'ai rencontré toutes sortes de difficultés, surtout avec les autorités du pays. On dormait en brousse dans la forêt. Ceux qui connaissent le Maroc, c'est Onador. Ceux qui connaissent le Nador, c'est dans une forêt là-bas qu'on appelle à la carrière. Parfois, les autorités marocaines, ils venaient en hélico pour surveiller la forêt. S'ils nous voient dans la forêt, ils nous repèrent. Il y a d'autres qui viennent dans les pick-up. S'ils nous prennent, s'ils prennent quelqu'un, par exemple, un jour, ils m'ont pris. Ce jour même, j'étais très malade. Tout ce que j'avais avec moi, l'argent, les téléphones, ils ont pris tout. Ils m'ont frappé. Malgré qu'ils étaient malades, ils m'ont frappé. Ils m'ont envoyé à la gendarmerie pour m'enfermer. Mais ils ne pouvaient pas m'enfermer car je ne pouvais même pas tenir debout. Ils m'ont laissé devant la gendarmerie là-bas. J'ai marché à pied pour rentrer en forêt. J'ai marché plus de 10 kilomètres pour arriver là où on dormait. C'est sous les arbres, on dormait à l'hiver. De là-bas, un jour, j'avais négocié avec un passeur marocain. Un jour, ils sont venus où on dormait, sous les arbres la nuit. Il nous a dit d'aller s'embarquer. On s'est embarqué dans un Zodiac de 25 mètres. On était 55 personnes pour venir en Espagne. Sur l'eau, on est resté 72 heures, 3 jours, où j'ai perdu 3 de mes amis que je vivais avec dans la forêt. Ils n'ont pas tenu la souffrance, le froid qui est dans l'eau. Après les 3 jours, j'étais réceptionné par un grand bateau de la Croix-Rouge espagnole. On est arrivé dans la ville de Malaga, dont je suis resté aussi des jours. De là-bas,
compte tenu de toute la souffrance qu'on a subie dans l'eau au Maroc, en prison. J'étais gravement malade. J'ai été transféré dans un hôpital qu'on appelle Cadiz. Là, franchement, je ne sais pas combien de temps je suis resté parce que je n'étais pas de moi-même. Après là-bas, je me suis retrouvé encore dans une ville dans la région de Valence qu'on appelle Alicante, où je suis resté 5 mois et demi. Je suivais mes traitements. Mais je voulais rester en Espagne parce que c'est un pays de droit aussi. Mais j'ai subi quelque chose en Espagne que je n'avais jamais rencontré dans ma vie. Toutes les difficultés que j'ai rencontrées en prison, dans les manifestations, dans la vie quotidienne, j'ai trouvé le pire. Un jour, j'étais avec mon assistant social. Elle m'a invité d'aller avec elle regarder un match de football dans un stade à Alicante. On est rentré à 2 minutes avant le match. Je suis parti m'asseoir. Je devais m'asseoir quelque part. Il y avait 2 places. On voulait s'asseoir. Le monsieur qui était assis là a vu son regard. Il m'a dit que la place était réservée. Je me suis déplacé pour aller m'asseoir quelque part d'autre, juste à côté. Il y avait une place. Mon assistant social m'a dit de m'asseoir là et puis elle va s'asseoir de l'autre côté. Le monsieur qui était assis à côté de moi aussi, il s'est levé en me regardant très bizarre et faire comme ça, fermer son nez. Donc je me suis dit que c'est ça le racisme. Je n'ai pas pu terminer le match tellement qu'ils étaient choqués. Si vous voyez, si vous regardez aujourd'hui, c'est partout à l'Occident, surtout en France ou en Espagne où j'ai subi ça. C'est nous qui sommes visés, ceux qui sont comme moi. Le contrôle, c'est nous, que ce soit dans les gares, de bus, dans les trains, dans la rue, partout où on nous voit. Je ne sais pas ce qui se passe. Du coup, j'ai décidé de quitter l'Espagne pour venir en France. Je me suis embarqué dans un bus. J'ai descendu dans la gare, dans une gare à Paris qu'on appelle Bercy, où je suis resté 2 jours. Je dormais au dehors. J'ai décidé de venir en France parce que, vu tout ce qui se passe dans mon pays avec les Français, je me disais qu'ils allaient être protégés en France. Je suis resté 2 jours à Bercy. Je dormais dans la gare. Je voyais beaucoup de personnes aussi dormir à la gare. J'ai demandé à un monsieur comment on fait ici pour demander un logement où on peut avoir à manger. Il m'a demandé je suis qui. Je me suis présenté. Il m'a demandé si j'ai les papiers. J'ai dit non. Il m'a dit ici en France, les migrants dorment au dehors. Je lui ai demandé c'est quoi les migrants. Il m'a dit c'est tous ceux qui n'ont pas les papiers français. J'ai dit je ne comprends pas. Je me suis dit directement je ne comprends pas. Parce qu'un Français, un Espagnol, un Anglais, soit un Allemand, dans mon pays je les connais
toujours des expatriés. Et pourquoi moi, dans le pays qui a colonisé même mon pays, je me retrouve ici migrant. Et pourtant, un citoyen français dans mon pays, il est expatrié. Du coup, j'ai décidé aussi de quitter Paris. J'ai regardé sur l'Internet les, les renseignements dans les différentes villes en France. J'ai décidé d'aller à Lille. À Lille, je suis venu à la gare du Nord pour aller à Lille. Je me suis embarqué dans une vie, je ne connais pas même les trains, comment on possède, comment on prend les trains, les destinations, tout ça. Je me suis embarqué dans un train qui partait à Amiens, qui avait son terminus à Amiens. Je suis descendu à Amiens vers 11 heures. J'ai demandé à la gare là-bas, j'ai demandé les jeunes où on peut trouver où prendre la douche ou quoi à manger. Ils m'ont dit ici, c'est chacun pour soi. Vers 14 heures, j'ai demandé aussi à un monsieur la même chose. Il m'a dit, il faut appeler le 115. Peut-être, ils vont te trouver où dormir aujourd'hui. Il m'a expliqué comment appeler le 115. J'ai composé le numéro 115 dans mon téléphone, j'ai appelé. Ils ont décroché le téléphone. Je me suis présenté. Le monsieur, la première question qu'il m'a demandé, c'était: et c'est pourquoi vous avez choisi de venir en France? J'ai dit, moi plutôt, c'est la France qui m'a choisi, c'est pas moi qui ai choisi de venir en France. Il m'a dit de rappeler à 20 heures. À 20 heures, j'ai appelé le 115 aussi. Ils m'ont dit désolé qu'ils n'ont pas trouvé la place pour moi. J'ai dormi à la gare. Ils m'avaient expliqué que le 115, on appelle 3 fois par jour, à 9 heures, à 14 heures et à 20 heures. Le lendemain, j'ai appelé à 9 heures. Ils m'ont dit d'appeler à 14 heures. À 14 heures, j'ai appelé. Ils m'ont dit d'appeler à 20 heures. À 20 heures, j'ai appelé. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas trouvé la place pour moi. J'ai dormi à la gare. Avec le froid qui est en France. Moi, j'ai connu le froid, c'est moi, dans mon pays. S'il fait autant de l'hiver, il fait 20 degrés. Et en ce moment, je pense qu'il faisait moins de 20 degrés en France, surtout à Amiens. C'est en ce temps, j'ai rencontré un jeune Guinéen à la gare. Je lui ai demandé, je lui ai expliqué mon cas. Il m'a dit qu'il y a une association à Amiens où on a accès au show, à l'Internet. Il m'a amené dans une association, à la boîte sans projet, où j'ai eu accès au show. Le même jour, j'ai dormi sur place à la boîte sans projet. Le lendemain, j'ai parlé avec une salariée à la boîte sans projet qui m'a aidé à faire mes démarches administratives pour déposer ma demande de papier. C'est quand j'ai fait ma demande, le 115 a commencé de me prendre 2 fois ou 3 fois maxi par semaine. Le reste des jours, ils s'en foutent. Je dors à la boîte sans projet. Du coup, c'est après ça, on dit Amiens. Est-ce que Amiens, c'est la ville du président de la République,
le roi Macron. Parce que, vu la manière qu'il se comporte aussi, que je vis son comportement, il se croit un roi. Quand je vois à Amiens qu'on n'a même pas un Guinéen qui n'a même pas accès au chaud, qui n'a pas d'accès au toit, je suis choqué. C'est dans les conditions-là, je suis resté. La boîte sans projet m'a proposé un squat dans un quartier qu'on appelle Celleux à Amiens, où je suis resté 3 mois. On a été chassé dans le squat aussi par la police. Et après, ils ont réouvert un autre squat à la Haute-Oie. Entre-temps, j'ai été convoqué à l'OPRA. L'OPRA, c'est ça. Si on fait notre premier entretien pour les papiers, après 2 mois, j'ai eu la réponse, une réponse négative pour les papiers. Ils m'ont proposé de faire un recours au niveau du CNDA avec un avocat. C'est la Cour nationale du droit d'asile. J'ai fait le recours au niveau du CNDA. Après, j'étais aussi le 115, le CADA, je ne sais pas quelle structure qui m'a proposé un logement dans une ville raciste aussi qui est à côté d'Amiens qu'on appelle Abbeville. Vu le regard des gens qui te regardent sur la route, toi le noir, c'est comme si tous leurs problèmes, c'est toi qui les ai posés. Je suis arrivé à Abbeville dans un CADA qui est dans un état très 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 précaire. Tout, c'est à nous de se débrouiller. C'est là-bas que je suis jusqu'à aujourd'hui. Ma procédure de demande d'asile, c'est au niveau de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Je n'ai pas fait mon entretien encore depuis une année de demande. Comme aujourd'hui, c'est la journée, le 18 décembre, c'est la journée internationale de réfugiés, de migrants. Je vais vous lire un arrêté. Depuis des années, des marches organisées par les sans-papiers et les associations s'organisent un peu partout en France. Ce vendredi 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. À Amiens, à Paris, à Lille et dans de nombreuses villes de France. Des manifestations se déroulent partout. Ici, à Rouen, je suis venu pour manifester en vous proposant ma conférence de circuler. Lors de la marche nationale de sans-papiers organisée du 18 septembre au 17 octobre, les milliers de villes et de villages traversaient les centaines de réseaux mobilisés, les multiples rencontres et les dizaines de milliers de participants à la manifestation du 17 octobre à Paris. Emmanuel Macron n'a pas eu un mot pour les sans-papiers. Macron et ses pouvoirs méprisent les habitants de ces pays avec ou sans papier. Il parle de liberté, mais après avoir refusé la liberté de circuler aux migrants, il la limite de plus en plus régulièrement pour toute la population. Le gouvernement prétend défendre la liberté d'expression, mais interdit à la marche nationale des sans-papiers
de défiler vers l'Élysée le 17 octobre. Par ailleurs, il ne respecte pas le droit d'asile, alors même que l'État français est en partie responsable de guerres et par- et de partenariats économiques honteux qui provoquent l'exil. Il parle d'égalité, mais la refuse aux sans-papiers et les inégalités explosent dans toute la société. Donc c'est pour tout ça, c'est pour cette condition que je fuis mon pays, que je mène une vie meilleure. Je suis venu voir si je peux reconstruire une vie meilleure que la France m'a piqué, m'a privé. Et ces colonisateurs qui sont de Gaulle, de Pompidou, de Chirac, de Sarkozy, Bolloré, Hollande et Macron m'ont privé. Merci pour l'écoute.